Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie d'Evelyne Baudin, ex-mairesse de Sherbrooke, et de Stéphane Boyer, maire de Laval. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Un grand plaisir. On va parler de municipal, sans surprise. Et j'irai avec une première question sur l'évolution du rôle des municipalités au Québec. Donc, quel rôle plus ou moins important dans la vie des gens elles ont été appelées à jouer au cours des dernières années. Et question complémentaire, est-ce que les villes ont les moyens de jouer ce rôle-là? C'est sûr qu'on a observé dans les dernières années qu'il y avait de plus en plus d'intérêt pour la scène municipale. Puis d'ailleurs, ça a mené à l'élection de nouveaux visages, de visages qu'on était moins habitués de voir dans l'espace municipal. Un peu plus de femmes dans les grandes villes. Ça reste quand même un enjeu, là. Même si ça progresse, ça reste un enjeu, mais quand même, il y en a plus. Plus de jeunes, des gens issus de différents profils aussi, là. Fait que pas juste des professions libérales comme on voyait avant. Puis les gens s'intéressent aussi aux séances du conseil municipal. Les médias couvrent davantage le monde municipal. Puis je pense que c'est jamais assez parce que pour moi, c'est au municipal que ça se passe, les grands enjeux de société, qu'on parle de logement, qu'on parle de crise climatique. C'est vraiment au municipal que ça se passe. Puis les gens sont en train de prendre la mesure de ça, mais on est encore dans cette transformation-là. Puis je pense que, comme Evelyne l'a dit, ça se passe au municipal, pas tant parce que c'est notre responsabilité ou qu'on a les ressources pour le faire, mais parce qu'on est très près du terrain. Les élus municipaux, on habite notre ville, on habite notre quartier, on est en contact avec les gens viennent nous voir à l'hôtel de ville, on est très accessible. Souvent, les conseils municipaux, même dans une grande ville comme à Laval, c'est leurs cellulaires qui sont sur les sites Internet de la municipalité. Il n'y a pas de filtre ou d'intermédiaire ou d'employés entre l'élu et les citoyens. Donc, il y a cette volonté-là, quand on voit des problèmes, de vouloir les régler. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que le palier municipal est un palier extrêmement important, très près de la réalité, qui voit les transformations de société, qui veut les adresser. Après ça, le grand défi vient au-delà de la volonté, c'est comment est-ce qu'on peut apporter une solution quand on n'a pas toujours les ressources. Puis là-dessus, une partie de la question, c'est justement est-ce qu'on a les ressources? La réponse, c'est non. Quand on regarde tout ce qu'une famille paye en taxes et impôts aux différents paliers de gouvernement, il y a environ juste 7 % qui va aux municipalités. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit les taxes municipales, c'est le meilleur deal ever. Parce que quand on y pense, là, avec 3 500, 4 000 $ par année, on fournit de l'eau potable à tout le monde, on construit des routes, on a des neiges, on ramasse le caca de tout le monde, on ramasse les vidanges, on a la police, on a les pompiers, on a des centres communautaires, on a des bibliothèques, puis on paye une partie du transport en commun. Puis on construit des parcs. Alors que c'est plutôt 20 à 30 000 $ qu'on va payer aux autres paliers de gouvernement pour faire l'armée, la diplomatie, l'éducation, la santé. Donc, on va quand même très, très, très loin avec ce qu'on a, mais on a une infime partie de la pointe de tarte. Donc, souvent, c'est ce qui nous limite et c'est ce qui fait en sorte que le premier ministre nous appelle les quêteux. C'est parce qu'on dépend toujours des programmes gouvernementaux pour aller chercher l'argent nécessaire pour apporter des solutions sur le terrain. Quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est bien illustré. Il y a un déséquilibre, en fait, parce que on a énormément de potentiel dans le monde municipal. C'est pour ça qu'on a l'impression aussi qu'on n'a pas les moyens. C'est parce que les gens qui sont sur le terrain voient le potentiel des solutions. Souvent, il y a des enjeux qu'on observe. On connaît la solution, c'est juste une question de moyens. Donc, on a ce déséquilibre-là actuellement, qui est de plus en plus mis de l'avant par les gens qui sont sur le terrain, puis qui peut déplaire au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada, parce que, veut pas, de par leur fonction, ils sont moins directement là, sur le terrain. On y reviendra assurément dans le détail là, de certains dossiers qui gagneraient peut-être à être davantage dans la cour ou pris en charge par le municipal en cours d'entrevue. Mais je voudrais vous amener sur la gouvernance municipale. Pour les citoyens, c'est parfois difficile de comprendre la dynamique propre au municipal. Moi, je me plais à appeler ça une espèce de ménage à trois, c'est-à-dire qu'il y a les citoyens, il y a les élus, il y a l'administration aussi qui joue un rôle important. Comment maintenir un équilibre entre ces parties-là, si on veut? Et est-ce que c'est un défi? Est-ce qu'il y a des accros qu'on connaît moins comme citoyen si on n'a pas vécu de l'intérieur là, ce qu'est être un élu ou un fonctionnaire au municipal?
Moi, j'ai envie de dire, je pense que la première chose, c'est de bien comprendre le rôle des élus, c'est de donner des grandes orientations. C'est pas de se mêler des opérations de la ville. Puis, je vais donner un exemple très concret, le déneigement. Souvent, quand il y a une bordée de neige, ça prend du temps avant que notre rue soit faite ou elle a été mal faite, on appelle notre élu municipal, puis là, ah, ma rue est mal faite. Les élus, c'est pas notre rôle d'appeler la personne dans le camion pour dire va faire la rue de l'Albatros. Mm. Puis il y a une raison bien simple pour ça, c'est qu'on veut pas qu'il y ait d'ingérence. Parce que si les élus commencent à se mêler des opérations de municipalité, ça veut peut-être dire que la rue du chum à Stéphane va être faite en premier, puis la rue de son adversaire politique va être faite en dernier. Fait que, au même titre que si tu as un problème avec le chômage, tu ne veux pas que ce soit l'élu provincial qui décide la grosseur du chèque que tu vas recevoir, parce que ça l'ouvrirait la porte à des dérapages. Le rôle de l'élu, c'est plus d'entendre c'est quoi les problèmes qui reviennent régulièrement, pour ensuite demander à l'administration de revoir les façons de faire, revoir les programmes ou les politiques qui sont mises en place. Fait que c'est beaucoup de données d'orientation qui est plus à haut niveau, qui va être ensuite appliquée par l'administration municipale de manière équitable à tout le monde. Mais c'est certain que quand on parle de revoir les grandes orientations, ça prend un certain temps entre le moment où tu entends le problème et le moment où est-ce que les choses sont transformées sur le terrain. Et je crois que ça, c'est peut-être une subtilité souvent qui est difficile à saisir, que les élus, on n'a pas toujours le pouvoir de se mêler de qu'est-ce qui est fait ou comment. C'est plus dans la Alors que grande les stratégie qu'on citoyens, doit modifier. eux, souvent vont s'adresser directement à l'élu. Oui, quand ils nous appellent, c'est pas pour ça. savoir c'est quoi votre politique en déneigement à la ville. C'est ma rue n'a pas été faite, arrange-toi pour que ça soit fait. Mais après ça, si on veut, quand on entend qu'un problème est récurrent, là, souvent, c'est là qu'on va dire OK, on va poser des questions à l'administration. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut être plus rapide à régler cette problématique-là qui est récurrente ou qui est vécue par plusieurs citoyens? Donc, c'est beaucoup plus ça notre rôle. On est un peu comme le conseil. C'est comme si la ville était une entreprise, puis les élus sont le conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire le travail, pour faire la job. On est plus là pour s'assurer qu'à haut niveau, l'organisation suit l'évolution de la société, suit l'évolution des besoins, puis reste ancré dans les grandes problématiques que vivent les citoyens. Puis, effectivement, il y a une incompréhension par rapport à tout ça, souvent du côté des citoyens et des citoyennes. En même temps, les élus sont très surveillés à ce niveau-là. Tu sais, on a un code d'éthique, puis on peut être vraiment, tu sais, on peut se faire enquêter par la Commission municipale du Québec si jamais il fallait qu'on déroge un peu à ce niveau-là. Mais ce qui est problématique, c'est aussi l'inverse. C'est quand il y a des membres de l'administration, ça fait, disons, 20 ans qu'ils sont dans l'organisation. Fait que là, ils ont accumulé, oui, une certaine connaissance, une certaine expertise, mais aussi peut-être certains biais sur la manière dont ça se passe. Tandis que les élus, on arrive, puis on est beaucoup plus proche du point de vue du citoyen. Là. On arrive du point de vue citoyen, puis on devient élu. Ce que ça fait, c'est que souvent, il y a des membres de l'administration qui voudraient pouvoir définir les priorités, définir c'est quoi la prochaine politique, qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant dans cette politique-là. Et ça, c'est pas du tout surveillé. En fait, il y a presque aucun moyen d'aller à l'encontre de ça dans le système actuel. Et on observe que ça peut être vraiment problématique parce que d'un point de vue démocratique, les gens, ils vont aux élections, ils votent pour Stéphane, Evelyne, Virginie. Ils s'attendent que ce soit cette personne-là qui dirige la ville, tu sais, qui donne la direction puis qui établisse les priorités. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, dans l'administration, il y en a qui vont traverser la frontière politique. Moi, j'observais ça beaucoup plus souvent que l'inverse, en fait, surtout dans les plus grandes villes, en réalité, parce que c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans les petites villes. Ils sont plus à court de ressources aussi, souvent. Mais dans les grandes villes, ce qu'on observe souvent, c'est plutôt cet enjeu-là que celui de l'élu qui va aller... On a bien intégré là, qu'il ne faut pas aller... faire de la microgestion. C'est ça, faire de la microgestion ou aller curieux s'occuper parce des qu'il y a un opérations. mot pour cette chose-là qui est l'ingérence, mais il n'y a pas de mot pour la situation que vous décrivez. En fait, ben moi, il y en a un? Oui, il y en a un. Éduquez-moi. En fait, on parle d'ingérence politique quand c'est le politique qui s'ingère dans l'administration, mais à l'inverse, on parle d'ingérence administrative.
Et ça, c'est très fréquent. Puis souvent, dans des plus grandes villes où il y a des partis politiques, et, tu sais, même dans une grande ville comme Sherbrooke, ou peut-être, je sais pas, pour Laval, mais ça reste quand même un gros village. Il y a des liens, les gens se connaissent, il y a des amis, des amitiés, des amours, etc. Et il n'y a pas tellement de régulation par rapport aux liens parfois que peuvent avoir les fonctionnaires avec certains partis politiques ou avec certaines forces politiques là, qui sont présentes sur le terrain. Je trouve aussi que du côté des promoteurs immobiliers, tu sais, là, on parle des trois Oui. forces là, citoyennes, fonctionnaires et élus, mais il y a certains promoteurs immobiliers, des fois, qui sont tellement puissants, ils se font inviter dans les médias à commenter des situations et tout ça, puis on dirait qu'on oublie que ce ne sont pas que des forces politiques, mais ce sont des gens qui sont qui runnent des entreprises privées. Puis ça, ce lien-là, des fois, je trouve que on n'est peut-être pas toujours assez vigilant par rapport à ça dans la population. Là. Mais tu sais, moi, je trouve ça super intéressant que tu abordes ces sujets-là parce que, tu sais, la démocratie, en fait, c'est le confluent de toutes les opinions. Puis je pense que tout le monde qui aborde un élu, que ce soit un citoyen qui veut un problème, que ce soit un promoteur qui a un projet pour lequel il veut une autorisation, que ce soit même le milieu communautaire qui veut des nouvelles subventions, tout le monde a un intérêt en général qu'il va défendre. Puis le rôle de l'élu, c'est d'arbitrer entre où on met les priorités collectives. Mais c'est vrai que il peut y avoir des fois du côté administratif une réticence. Des fois, les gens se disent, ben, les élus, ils savent pas parce que souvent, quand tu es un employé de l'État, tu es embauché pour ton expertise. Donc, il peut y avoir une perception que les élus ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont incompétents, puis ben, pas grave, dans 3 ans, ils ne seront plus là. Mais c'est vrai que il faut qu'il y ait un travail de collaboration qui fonctionne. C'est comme ça que les citoyens vont en avoir pour leur argent. Mais humainement, tu sais, des fois, tu peux avoir le cas d'un employé qui a travaillé sur un dossier, qui a élaboré une stratégie, c'est déployé, ça fonctionne pas bien, les citoyens sont pas contents, mais c'est pas le fonctionnaire qui perd sa place, c'est l'élu qui est là, qui perd son élection. Celui qui est imputable. Qui est imputable. Puis la personne qui se fait élire en promettant un changement, c'est pas elle qui est supposée faire le nouveau travail sur le terrain. Puis là, tu as un fonctionnaire qui c'est son bébé, là, le projet, là, fait qu'il veut pas lui-même le s'aborder. Donc, il y a comme des dynamiques humaines, psychologiques qui sont un peu naturelles, mais qui font en sorte que c'est souvent difficile. Ça fait partie des grands défauts de la démocratie, là, mais c'est ça. Pour que ça fonctionne bien, il faut que le politique comprenne c'est quoi le rôle de l'administration, puis qu'il ne s'en gère pas dans les opérations de la ville. Mais l'administratif doit comprendre c'est quoi le rôle politique et qu'il laisse le politique donner l'orientation qu'il veut bien parce qu'il se fait élire par les citoyens pour ces orientations-là. Vous êtes tous deux de villes relativement grandes, on peut dire. Est-ce que, ben, j'imagine que vous avez parlé avec d'autres élus de milieux plus ruraux ou de plus petits villages. Est-ce que c'est plus difficile, justement, de respecter ce cadre de gouvernance-là dans des plus petites villes, selon vous? Ah, ben, c'est parce qu'à un moment donné aussi, ce qui fonctionne pas, c'est d'avoir le même cadre de gouvernance, justement, pour une ville de 76 habitants ou de 185 000 comme Sherbrooke ou combien vous êtes à Laval? 460. 460. Tu sais, c'est fou quand on pense à 460 000 et 76 On va avoir les personnes, mêmes. à peu près le même cadre de gouvernance. Mais j'ai entendu des histoires comme dans un petit village, par exemple, ils organisent une fête dans le village. Il y a une des conseillères municipales qui, elle, d'habitude, a fait des maquillages pour les enfants. Mais là, elle ne peut pas le faire parce qu'elle est élue municipale, puis elle ne peut pas comme avoir un contrat à 200 pièces de faire du maquillage. Fait que c'est le même cadre ultra rigide, peu importe la situation. Puis là, ben, ils s'en vont trouver quelqu'un, tu sais, dans les villages à côté. À un moment donné, des fois, on a comme peut-être un cadre à revoir, de se questionner aussi sur est-ce que c'est vraiment efficace d'avoir le même cadre pour des villages de 76 personnes? Est-ce que vraiment il faut un DG? J'avais entendu une anecdote qu'il y avait un village en Gaspésie que le conjoint de, je pense, de la mairesse possédait la station-service avec le dépanneur du village. Fait que là, les gens ils disaient, bon, ben là, ça veut dire que les camions de la ville, il faut qu'on ait tanké au village
d'à côté à 20 C'est minutes de ça. route pour plus Faut qu'on... pas être en conflit Exact. d'intérêts. Fait Ouais. que c'est sûr que des fois, la ligne est dure à tracer. Puis ça, Ouais. c'est sûr qu'on le voit beaucoup dans les... Tu sais, dans une grande ville, là, tu fais des appels d'offres, ben, normalement, tu vas recevoir quand même quelques offres. Puis... Mais, tu sais, dans les plus petits villages, où est-ce que tu veux pouvoir favoriser tes services de proximité, mais qui sont peu nombreux, ben, des fois, ça fait que c'est un peu... Tu sais, il faut trouver comme un peu l'équilibre, parce qu'évidemment qu'il faut faire attention avec l'octroi de contrat. Mm. C'est sûrement l'affaire qui est la plus régulée du monde municipal. Ouais. Mais à un moment donné aussi, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas d'un point de vue de vitalité des régions. Puis je pense qu'on a des bonnes réflexions à avoir parce que au moment où on se parle, il y a des villages là, qui tu sais, s'endettent énormément pour réussir à se payer un salaire de DG à peut-être 80 000 puis que le DG, il reste là 6 mois, si t'es chanceux, il va aller dans un autre village un peu plus grand où est-ce que le salaire est plus intéressant, puis que tu vas changer de DG à tous les 6 mois. Ça, c'est une réalité qu'il y a en ce moment là, au Québec, où est-ce que ben, comment tu veux construire quoi que ce soit? Comment tu veux être autrement que juste en mode survie quand tu n'es même pas capable d'avoir un minimum de stabilité Mais dans tes équipes? Là? peut-être aussi qu'une des solutions, ça serait d'avoir moins de très petites municipalités pour être capable qu'elles soient mieux structurées, mieux financées. Parce que, tu sais, on dit ça, mais pour moi, c'est un problème, là, une municipalité à 76 habitants. Cette Ouais. municipalité-là qui a 76 payeurs de taxes est supposée se payer un employé avec un maire, avec des échevins, une structure. Je pense qu'il y a peut-être aussi une réflexion à savoir c'est quoi la taille minimale que devrait avoir une municipalité pour qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit capable d'avoir des experts à l'interne, qu'elle soit capable d'avoir un minimum de ressources. Parce que c'est souvent ça. J'avais vu une étude il y a quelques années sur les villes ontariennes où on disait que la taille optimale d'une ville, c'est entre 100 000 et 1 million d'habitants. Au-dessus d'un million, t'es rendu trop un gros mammouth, la communication à l'interne devient tellement difficile, c'est très dur de réformer les choses, il y a beaucoup de pertes en efficacité parce que t'es juste un trop gros monstre. Et en bas de 100 000, souvent, t'as pas assez de revenus pour être capable d'avoir des experts à l'interne pour s'assurer que tes contrats TI fonctionnent bien et tout ça. Donc, il y a comme Sweet spot. il y a un sweet spot là, où est-ce qu'il y a une taille optimale en fait pour une municipalité pour qu'elle soit à la fois suffisante par elle-même, mais pas trop grosse pour qu'elle reste quand même agile. Et il y a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là. On reviendra sur les. Ben, à moins que vous vouliez qu'on se lance tout de suite dans les. Ben, Oui, allons-y. Oui. ben moi, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, nos considérations administratives ont peut-être pris le dessus sur ce qui était le plus important. Tu sais, on parle d'une région ou d'un village. Qu'est-ce qui est le plus important pour la vitalité de cette région-là? Ben, réussir à peut-être sauver l'église et le presbytère, qui sont sûrement les deux plus beaux bâtiments du village. Ensuite, tu sais, les cercles de fermières ou le groupe scout, on veut que ça continue dans le temps parce que ça fait partie de ce qui va attirer des familles, Le filet social. puis faire que les gens, justement, tu sais, qui ne fréquentent plus l'Église, continuent de se côtoyer et de développer des liens, comme tu dis. Donc, tu sais, les personnes, mettons qu'on parle en termes de ressources humaines, les personnes souvent qui sont les plus motivées, les plus qualifiées, vont se retrouver dans des postes comme très administratifs, là, de DG de village. Et malheureusement, une grosse partie de leurs tâches ont très peu de plus-value par rapport à la vitalité du village. Alors, on est un peu, pour moi, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait actuellement, où est-ce qu'on fait travailler des gens sur des choses qui rapportent rien à la région, alors que les régions ont peut-être jamais été autant dans le besoin qu'en ce moment, là. Il y a des régions où est-ce qu'ils sont sur le point d'atteindre près de 50% de la population qui a plus de 65 ans. Quand tu franchis ça, là, c'est vraiment difficile à rattraper parce que qui va vouloir, tu sais, quelle jeune famille veut aller s'établir là? Là, ils ont de la difficulté après ça à rentabiliser leurs biens immobiliers pour leur assurer une retraite. Ils vivent dans de la pauvreté, difficulté à avoir des services de proximité. Et souvent, c'est dans des lieux où est-ce qu'il n'y a aucun média qui est actif sur le terrain, qui vient documenter le tout. Fait que je pense que les questions de regroupement et pour qu'au niveau administratif, on gagne en efficacité puis qu'on puisse libérer
du temps de personnes pour se concentrer sur le communautaire, puis sauver la communauté, puis que les gens, qu'on renforce le sentiment d'appartenance des gens à la région. Ça, c'est ce qui est important. Puis j'ai l'impression qu'on est en train de le perdre de vue parce qu'on a tellement mis de considérations administratives que finalement, des fois, on passe à côté de l'essentiel. J'aime qu'on évite le mot en F, là, regroupement plutôt que fusion. Moi, c'est sûr qu'ici, à Saint-Lambert, la fusion municipale, il y a pas, c'est un peu mal vécu, je dirais. Puis l'agglomération de Longueuil, les calculs, il y a des gens très critiques encore à ce jour des calculs de quote-part. Et c'est un enjeu qui s'en va nulle part, là, qui est toujours présent. Donc, mais est-ce qu'il y aurait une façon de faire des regroupements sans justement venir faire une formule qui va fâcher tout le monde? Pour Longueuil, moi, je vais être très radicale, mais non, il n'y a rien Longueuil doit fusionner. Pour Longueuil. Mais par contre, quand on parle de fusion, souvent les gens... C'est pour ça que j'utilise pas le mot fusion, parce que les gens pensent disparition. Mais il existe le concept d'arrondissement, puis qui a vraiment pas encore été suffisamment exploité, où est-ce qu'on peut justement se concentrer sur l'essentiel dans les arrondissements, puis tout ce qui est administratif ou gestion des services à la propriété qui, de toute évidence, sont gérés plus efficacement de façon regroupée. Là, ça devrait être plus à l'échelle ville ou MRC la plupart du temps. En tout cas, dans le cas de Longueuil, pour moi, c'est sûr que le concept d'agglomération, puis l'agglomération de Longueuil est tellement unique au Québec en plus, fait que elle peut pas se comparer, se mesurer facilement, puis voir à son efficacité. Non, puis d'ailleurs, un arrondissement, à tout le moins, on aurait le mérite d'avoir une représentation à la ville-centre, ce qu'on n'a pas actuellement comme ville liée, en fait. On n'a pas il n'y a pas de représentant. Je pense que la difficulté, c'est toujours d'atteindre le point d'équilibre. Oui. Autant dans la grandeur de la ville que dans sa gouvernance. Moi, je vois à Laval, on est une ville où la fusion a été faite de longtemps, dans les années 60. C'est une fusion complète. Donc, 14 villes qui ont fusionné en une seule. On n'a pas d'arrondissement, pas d'agglomération, pas d'MRC. Puis pour de vrai, moi, je trouve que c'est un super bel avantage, parce qu'à Laval, on est capable de faire des transformations d'ampleur assez rapidement, beaucoup plus rapidement que les autres villes du Québec. Donc, il y a une simplicité à faire des grands changements. Quand j'entends parler, entre autres, les élus, soit de la Rive-Sud à Longueuil ou à Montréal, tout le monde est tout le temps un peu frustré de la difficulté de faire travailler une ville-centre avec ses agglomérations ou Villiers et l'agglomération. Donc, je me sens quand même chanceux à ce niveau-là, mais ça vient aussi avec d'autres désavantages. C'est vrai qu'à Laval, avoir le souci de la particularité d'un ancien... on a des anciens noyaux villageois, ben, on n'a pas toujours ce souci-là. Quand on achète des lampadaires, c'est même lampadaire à grandeur de la ville. On fait des belles économies d'échelle, par contre, parce qu'on a du volume. Puis c'est simple, un appel d'offres. Donc, il y a des atouts, il y a des avantages qui sont souvent financiers, puis en termes de rapidité de transformation du territoire. Mais de l'autre côté, par contre, c'est sûr qu'on perd en nuances. La couleur des quartiers. De la locale, exact. Mais les élus, les conseillers municipaux sont quand même là pour le rappeler. Donc, il y a quand même aussi un certain mécanisme, même si dans la gouvernance, il n'y a pas de structure officielle d'agglomération, ça reste que chaque conseiller municipal connaît, lui, son quartier, sa réalité. Il va lever la main et dire, oubliez pas, moi, ici, c'est patrimonial. Ce serait fun d'avoir un lampadaire peut-être plus patrimonial que celui qui fait très moderne. Mais c'est toujours une question d'équilibre, comme dans bien des choses. En fait, Laval, c'est le modèle que toutes les villes envient. Là, on n'est pas loin de la perfection en matière de gouvernance à Laval. Il manquerait juste pour moi les arrondissements. Puis après ça, des fois, ça peut faire peur, les arrondissements, surtout à cause de la ville de Montréal, où les arrondissements ont énormément de pouvoir. Puis des fois, des pouvoirs dans les champs où ça ne devrait pas. Mais en ce moment, il n'y a aucun modèle au niveau des arrondissements. Il y a seulement comme 8 villes, je pense, au Québec qui ont des arrondissements. Il y a peut-être une nouvelle là, qui s'est ajoutée récemment. Mais c'est pas clair, là, les compétences d'arrondissement. Même moi, pour avoir lu la charte là, de la ville de Sherbrooke, c'est pas vraiment clair. Mais à place de dire comme « Ah, c'est pas clair, donc ça sert à rien, puis on les supprime », moi, je me dis, il y a un potentiel de développer ça, justement pour se dire comme les arrondissements,
travailler sur le sentiment d'appartenance à votre communauté, à votre milieu de vie, développer des projets comme les ruelles vertes, tu sais, ça, c'est un super projet à Montréal, développer des projets de fêtes de quartier, on ferme la rue, etc. Ouais, Ouais, parce que la pertinence de l'arrondissement, c'est ça, c'est de capter exact. la particularité locale, la saveur locale, la préserver, la mettre en valeur. Pour moi, c'est ça, effectivement. Tu sais, c'est vraiment, on travaille à l'échelle milieu de vie. Puis moi, mon milieu de vie, tu sais, c'est mon quartier où j'ai grandi. C'est pas, tu sais, ma ville. Pour moi, c'est mon gouvernement de proximité. C'est là où je fais la différence. Puis d'ailleurs, les villes, tu sais, on parlait de leur plus grande influence, ou en tout cas, le fait qu'ils sont devenus plus centrales, peut-être, dans le discours que ça l'était avant. Puis je pense que ça vient justement du fait qu'on aspire à devenir un gouvernement de proximité. Mais tant et aussi longtemps qu'il y aura des villes de 76 habitants, heureusement, on n'a pas nommé personne, là, mais tant et aussi longtemps qu'il y aura des villes de 76 habitants, on ne pourra jamais vraiment dire qu'on est des gouvernements de proximité. C'est pas vrai. Tu ne peux pas être un gouvernement de 76 personnes où est-ce que 10 du monde sont sur le conseil municipal. Fait que, il va falloir à un moment donné qu'on se dise le prix d'un gouvernement de proximité, ça va être une nouvelle gouvernance peut-être. Parce qu'on ne peut pas juste dire on va devenir un gouvernement de proximité puis le clamer, puis que ça arrive juste à force de le clamer. Ça va le devenir quand on va se doter d'une structure qui est sérieuse puis qui est plus standardisée, je dirais, à travers le Québec. Si on parlait des agglomérations, je disais à quel point c'est un peu aberrant parce qu'il n'y en a tellement pas beaucoup des agglomérations au Québec, ça aussi, là. C'est extrêmement... Tu sais, il y a tellement de disparités. Il y a des préfets élus, il y en a qui ne sont pas élus. Il y en a des villes qui ont des colistiers, il y en a qui n'ont pas de colistiers. C'est pas normal que dans les institutions démocratiques, il y ait autant de disparités. C'est normal qu'il y en ait dans la réalité. Sherbrooke, c'est une ville de côte. Laval, c'est une île. C'est très différent au niveau du territoire. Mais dans la manière d'exercer la démocratie municipale au Québec, puis c'est pour ça que j'aime parler de démocratie, pas seulement de gouvernance, mais ça va ensemble. Il va falloir à un moment donné qu'on soit plus sérieux si on veut être pris au sérieux. Oui. Puis harmoniser un peu peut-être tout ça. Oui, harmoniser ou standardiser. Ouais. Les deux. Je vous amène ailleurs. C'est un sujet qui a fait quand même les manchettes, mais je serais intéressée d'avoir votre point de vue quant à la crise des infrastructures municipales. Mais bon, on pourrait dire que ça s'inscrit dans une crise des infrastructures globale. Je pense qu'on peut. Il y a un sous-financement, je pense, des infrastructures municipales comme des autres. Selon vous, pourquoi on observe aujourd'hui un déficit d'entretien aussi important? Puis est-ce qu'on a le portrait juste aussi? Ça pourrait être une sous-question. Et finalement, comment on se sort de ce problème? J'ai envie de répondre deux raisons. La première, je mentionnais tout à l'heure, on a la responsabilité, mais pas les ressources pour la gérer. Donc, on gère environ 60% des infrastructures qui existent, mais avec juste 7% des revenus publics. Donc ça, c'est un grand défi qui fait en sorte qu'on doit toujours demander au gouvernement provincial et fédéral de nous aider financièrement. Donc ça crée beaucoup de friction et de temps perdu. Puis à chaque année qui s'écoule, l'inflation fait son œuvre. Dans une ville comme Laval, où est-ce qu'on a un budget d'investissement qui peut être facilement de plusieurs centaines de millions de dollars par année. Imaginez, admettons qu'on investit 500 millions, si on perd une année à cause des différents processus où est-ce qu'on doit trouver l'argent pour boucler nos projets, ça peut être quelques millions par année là, en inflation qu'on perd. On peut perdre 10-20 millions juste à cause de l'effet de l'inflation. Donc, bref, on a les responsabilités, mais pas les ressources qui viennent avec. Et pour les avoir, on doit passer à travers environ 220 programmes. Donc, si on veut de l'argent, il y a des programmes en environnement, en infrastructure de l'eau, en infrastructure routière, en infrastructure sociale, en développement social. Il y en a plein. Donc là, il faut trouver le bon programme où on coche les bonnes cases. Puis là, des fois, ton projet peut être super intéressant parce que des fois, il peut venir répondre à 3 besoins en simultané. Mais là, ça donne que le financement, lui, il vient juste pour répondre à quelque chose de spécifique. Donc, c'est complexe. Mais au-delà de la complexité, il y a aussi le fait que les gouvernements ont toujours transféré de l'argent aux municipalités, mais malheureusement, depuis plusieurs années, ce montant-là reste le même. C'est environ 7 milliards qui étaient investis par le gouvernement du Québec dans les infrastructures municipales en 2015.
Et en 2025, c'est encore environ 7 milliards. Alors que le budget du gouvernement du Québec a doublé pendant ce temps-là. Donc, quand on considère l'inflation, ça fait en sorte qu'il y a de moins en moins de ressources qui vont vers les municipalités, mais les besoins, eux, diminuent pas. Les besoins ne diminuent pas, puis les travaux coûtent très cher Oui. aussi. Puis là, on le voit, là, entre autres, dans les infrastructures de l'eau, où le gouvernement va mettre, mettons, 200 millions par année pour aider les villes à mettre à jour et entretenir leurs infrastructures de l'eau. Mais nous, à Laval, juste mettre à rénover nos 3 usines d'épuration, c'est plus de 2 milliards. Fait que juste pour une seule ville au Québec, ton enveloppe annuelle n'est même pas suffisante. Donc, c'est là que tu vois le grand écart. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les villes ne font pas les travaux parce qu'elles n'ont pas les ressources. Donc là, elles attendent que les programmes soient réformés, mais plus on attend, plus les infrastructures se dégradent, plus elles coûtent cher à entretenir, plus les coûts des travaux augmentent à cause de l'inflation. Donc, on est dans un cercle vicieux, en fait. C'est ça qui se passe en ce moment. On est dans un cercle vicieux. On n'a pas l'argent, c'est dur de l'obtenir et elle est de moins en moins présente. Au dernier budget, on s'est rappelé, je parle du budget du gouvernement du Québec, on s'est rappelé qu'il y avait eu une loi sur le déficit zéro. C'est de l'époque de Lucien Bouchard. Fait que ça fait déjà comme une trentaine d'années de ça. Moi, je rêve aujourd'hui d'une loi sur l'entretien des infrastructures, puis qui s'appliquerait pas seulement aux villes, mais aussi au gouvernement du Québec. Mais on devrait pas s'autoriser comme gouvernement, que ce soit municipal ou québécois, de développer une nouvelle infrastructure et de pas l'entretenir. On devrait mettre en place des garde-fous, des moyens de se protéger de ça. Ce qui ferait en sorte, parce que, tu sais, la démocratie, on dit souvent que c'est le moins pire des systèmes. Souvent, les coupures de ruban, ça va avoir beaucoup plus d'attrait politique qu'un entretien d'une station d'épuration, là, tu sais, ou refaire la toiture de telle bâtisse d'un garage municipal. Mais, tu sais, comme ça a été dit, plus on attend, plus ça coûte cher. Puis pas seulement en termes d'inflation, mais aussi quelque chose qui est endommagé. Bien, plus tu attends, puis plus tu risques ça va te coûter plus cher que de l'entretenir régulièrement, au bout du compte. Je pense que les élus aussi, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Parce que c'est vrai que les élus, on aime ça annoncer. Je veux pas, on s'en sent politique parce qu'on a des idées, parce qu'on veut faire des projets, parce qu'on a une vision, parce qu'on veut porter une cause. Donc, c'est sûr que quand tu es élu, en général, tu vas venir t'intéresser à des nouveaux services, des nouveaux projets. Puis ça peut faire aussi une belle annonce d'inaugurer un nouveau centre communautaire. Mais je pense que des fois, ce que les élus semblent oublier, c'est que c'est le fun, une belle annonce, là, ça dure 3 jours dans les médias, puis ça, tout le monde l'a oublié. Par contre, quand ça va fondamentalement mal, quand ton réseau de la santé ne fonctionne plus, quand tes routes sont rendues dans un état pitoyable, ça ne dure pas juste 3 jours. C'est un problème qui est persistant. Fait que je pense aussi qu'il ne faut pas prendre les citoyens pour des cons, là, comme... À un moment donné, les gens, puis là, je m'inclus, là, on est tous des citoyens avant d'être élus. Quand ça va mal, tu le sens, là, puis tu le vois. Fait que moi, je crois que c'est mieux de faire moins de belles annonces de coupure de ruban à court terme, puis de t'assurer qu'à long terme, les choses roulent globalement bien. Puis je pense que ça, c'est un meilleur investissement politique, là. Je pense, en tout cas. Ouais, c'est un plus grand gage de succès, effectivement, surtout sur le long terme, en fait. C'est ça. Puis actuellement, ce qu'on voit, c'est que... Puis je veux quand même sensibiliser qu'il y a des besoins, là. Tu sais, par exemple, à Sherbrooke, on est la ville qui a le moins de bibliothèques municipales par habitant au Québec. Okay? Ça veut dire que c'est un besoin, tu sais, qu'on va comme tout le temps repousser dans le temps parce qu'on justement si on fait juste se dire on fait juste de l'entretien puis tu sais ce qui est important c'est les services de base d'eau et ben tu sais les services de base tu sais on inclut aussi les parcs, on inclut aussi les arénas, les bibliothèques sportifs, exact. Donc il faut quand même s'assurer je dirais de maintenir le niveau de service à la population parce que c'est ça qui est en danger en ce moment. C'est que assurément qu'au rythme où ça se passe, notamment en matière d'eau usée, on va frapper un mur. Fait que soit qu'on s'arrête maintenant avant de frapper le mur,
ou soit qu'on attend de le frapper, le mur, puis ça va retomber sur le gouvernement du Québec, assurément, là, tu sais, s'il s'en occupe pas. Mais il faut aussi voir à ce que les générations qui nous ont précédées, puis la génération précédente, puissent bénéficier d'un niveau de service municipal à peu près équivalent, même si on est en période de croissance. Puis, et même si, dans certains cas, ben, les gens voudraient pouvoir payer toujours moins de taxes, toujours moins de... Ben, puis ça, ben, ça m'amène à vouloir parler d'efficience parce que, tu sais, en effet, on peut pas investir moins dans l'entretien des infrastructures. Elles ont besoin d'amour, il faut qu'on continue à investir. Puis tu as raison, on... il y a des nouveaux services qui sont nécessaires. La population grandit. Tu sais, nous, on l'a vu à Laval où est-ce que presque toutes nos arénas et nos bibliothèques dataient des années 60-70. Depuis ce temps-là, la population a doublé. Donc, ça serait bien d'avoir des nouvelles arénas aussi. Et donc, la solution, en quelque part, ce n'est pas d'arrêter de faire totalement des nouveaux projets. Ce n'est pas de réduire non plus l'entretien dans ce qui existe. Puis pour moi, la voie de passage, elle est évidente. Il faut qu'on soit plus efficace à rendre nos services. Puis ça, je pense, c'est la seule solution viable. On le voit au niveau du gouvernement provincial. On a voulu réduire les frais des permis de conduire, réduire la taxe scolaire, envoyer des chèques à tout le monde pendant la pandémie. Puis la surprise, il y a un déficit de 10 milliards par année. Comment qu'on va sortir de ça? Une fois que tu as réduit la taxe, politiquement, il n'y a pas personne qui va vouloir la réaugmenter. Mais si tu ne remontes pas tes taxes, tu vas-tu couper les services? Non, il n'y a pas personne qui veut perdre les services qui existent. Donc, à quelque part, la voie de passage, c'est d'être plus efficace. Et ça demande vraiment beaucoup de rigueur. C'est pas toujours sexy d'en parler ou de travailler là-dessus, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Ça me fait penser à un livre aux États-Unis qui s'appelle Abundance, qui est en train vraiment d'ouvrir une discussion, entre autres chez les démocrates. Grosso modo, c'est deux journalistes qui ont écrit le livre, puis dit, dans le fond, pendant des décennies, tu avais la droite qui voulait réduire le gouvernement, réduire la taxation, puis tu avais la gauche qui voulait le grossir, puis subventionner toujours plus de mesures pour aider les gens qui avaient plus de besoins. Mais personne ne s'intéressait à comment est-ce qu'on offre un service de santé plus efficace, comment est-ce qu'on offre, qu'on réduit nos coûts d'entretien par kilomètre d'autoroute. Puis, à quelque part, les élus, on devrait s'en préoccuper. Parce que c'est essentiel, sinon on ne s'en sortira pas. Oui. Je suis super d'accord. Puis, tu sais, souvent, le réflexe de certains politiciens, ça va être juste de dire comme, « Hey, on n'arrive pas, on coupe, puis arrangez-vous. » Puis, il n'y a pas de réflexion en arrière, comme celle qui est amenée par Stéphane, de comment on offre mieux les services. Puis, je pense qu'il faut davantage se poser ces questions-là. Puis, en ce moment, tu sais, les villes, comme on dit, manque d'argent, si on résume ça comme ça. Et quand on manque d'argent, ben, à un moment donné, je veux dire, il faut qu'on continue puis qu'on avance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne coupera pas sur, justement, le service de déneigement. Là. Ou les poubelles. Ou les poubelles. On ne coupera pas sur ces choses-là. Fait que, qu'est-ce qu'on va couper? On va couper dans les plus hauts gestionnaires. Souvent, en fait, ça va être dans les gestionnaires du milieu, là, si on peut dire, qui réfléchissent, qui sont en position de réfléchir à comment on pourrait offrir différemment le service de déneigement ou le service de matières résiduelles. Puis c'est là où on coupe, parce qu'en guillemets, c'est facile. On coupe pas le service. Fait que personne pleure, personne va venir se plaindre. Mais on coupe dans les personnes qui nous permettent de faire du développement organisationnel, de réfléchir aux idées. Puis, on coupe aussi dans l'entretien, parce que ça aussi, ben, tu sais, surtout quand tu hérites comme ça d'une ville, ou je sais pas dans le cas de Laval, mais en tout cas à Sherbrooke, tu hérites d'une ville où il y a eu un déficit d'entretien depuis 30 ans. Puis là, tu le sais qu'il faut que tu le rattrapes, mais tu te dis, crème, pourquoi c'est moi? Oui. Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il rattrape Oui. pour tous les 30 ans, tu sais, des autres qui ont pris des mauvaises décisions, qui se sont pas occupés de leurs affaires. Fait que finalement, tu sais, tu coupes là-dedans, puis pourtant, tu sais, l'efficacité, il faut investir là-dedans. C'est pas à court terme, c'est pas demain matin que tu vas voir les fruits de ça. Il faut que tu comprennes ta machine dans son moindre détail, puis il faut que tu comprennes ton offre de service pour pouvoir réussir à aller chercher de l'efficacité. Puis je pense aussi que une grande partie de la solution pour que les choses soient plus efficaces, c'est que les choses soient plus simples. Ouais. Au fil du temps,
Puis les élus, on est coupables, l'administration publique est coupable, et ça, on est tous un petit peu coupables. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'on vit un écueil, mettons avec un contrat, on va rajouter une clause dans nos prochains appels d'offres pour dire qu'il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Mais quand ça fait 50 ans que tu rajoutes des clauses, ton appel d'offres il fait 800 pages. Puis quand ton appel d'offres fait 800 pages, il n'y a plus une petite entreprise qui veut appliquer là-dessus. C'est bien trop compliqué. Et ça, on le voit à tous les échelons de la société. On rajoute tout le temps des normes, des critères, des processus, des programmes. Puis c'est pour ça que c'est rendu que les villes, il faut qu'on applique à travers 220 programmes pour essayer d'aller chercher les ressources. C'est pour ça que mon formulaire d'impôt cette année fait 118 pages. Et, à quelque part, il faut vraiment, comme je crois, prendre un pas de recul puis regarder. Mais les critères ont tous en soi une bonne raison d'être. T'sais, au moment où on les a mis en place, bon, il y en a qui ont plus Il y avait une bonne raison d'être à l'origine. C'est là que je voulais en venir. Je pense que l'intention est toujours positive. Derrière chaque programme ou critère, il y avait une intention qui était louable. Mais il faut prendre un pas de recul, regarder tout ça et se dire, OK, parmi tout le processus, parmi tous les critères, parmi toutes les normes, c'est lesquels qui sont les plus importants, c'est lesquels qui font le plus de sens, c'est lesquels qui sont le plus stratégiques. Puis, à un moment donné, commencer à élaguer. Pour faire un bâtiment au Québec, moi, c'est 800 pages, mon règlement d'urbanisme. Puis le code du bâtiment, je pense que c'est 1200 pages de normes à respecter. C'est fou. Oui. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces normes-là sont mauvaises. Il y en a plein qui sont excellentes et qui sont nécessaires. Mais peut-être qu'on en met un petit peu trop. Peut-être qu'on devrait commencer à accepter parfois le risque. De se dire, check, on accepte de payer moins cher sur tous nos contrats en ayant des appels d'offres plus simples. Puis peut-être que de temps en temps, on va vivre un écueil. Mais globalement, on va fort probablement économiser. Puis les impôts, moi, ça me fascine tout le temps. Les impôts, dans le fond, c'est le gouvernement qui recueille les impôts auprès des individus, mais c'est tellement complexe qu'est-ce qu'ils nous demandent, puis comment les formulaires à travers lesquels ils nous demandent, qu'on paye tous des comptables pour nous traduire. Mais coudonc, qu'est-ce qu'il veut le gouvernement de moi? Je ne comprends pas son formulaire. Donc, on paye tous des comptables pour nous traduire qu'est-ce que veut le gouvernement de nous. Mais ça, c'est pas obligé d'être comme ça. Là. Ça peut être bien plus simple. Bien, je suis contente qu'on aborde l'efficacité puisque c'était quelque chose que je voulais aborder. Puis je dois saluer le travail que vous faites à Laval. Là. Je pense que faire rimer municipalité et efficacité, c'est quand même un défi. Puis vous le relevez bien. Je ne sais pas s'il y a des approches, dans le détail, si vous voulez vous avancer sur des changements de processus que vous avez faits au sein de la ville pour y aller vers plus d'efficacité. Puis même chose pour Evelyne. En fond, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est de l'innovation? Puis si oui, de quelle nature? Oui, il y a plusieurs. À Laval, on fait plusieurs initiatives depuis quelques temps. Par exemple, quand les citoyens appellent au 3-1, historiquement, c'était un humain qui écoutait l'appel, qui rédigeait un rapport. Puis là, mettons, c'était un nid de poule à boucher. Bien, on envoyait le rapport au service des travaux publics qui, lui, le prenait pour aller voir il était où le nid de poule à boucher. Là, maintenant, on a un petit logiciel qui écoute l'appel puis qui produit automatiquement un rapport intégral puis un rapport résumé. Puis notre humain, lui, fait juste vérifier est-ce que tout est correct, est-ce qu'il y a une erreur. Puis s'il n'y a pas d'erreur, il confirme, c'est envoyé automatique au service. Ça évite la rédaction du rapport par nos agents. Donc, sur chaque appel, on sauve 5, 6, 7 minutes. Puis il y a à peu près 250 000 appels par année qui rentrent au 3-1 à Laval. Donc, en bout de ligne, c'est des milliers d'heures de travail qu'on économise. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, les factures, on avait autrefois 22 personnes qui travaillaient à temps plein à juste payer la centaine de mille de factures qui rentraient à chaque année. Maintenant, on a un logiciel qui est capable d'automatiser à peu près 80% de toutes les factures. Nos humains, on les met à faire les plus complexes ou à faire des vérifications pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc, on a lancé plein d'initiatives comme ça dans les 2-3 dernières années. Souvent en utilisant l'intelligence artificielle, mais des fois non. Puis je pense qu'une des choses qui est importante, c'est de ne pas vouloir faire de la technologie juste pour faire de la technologie. Des fois, les gouvernements ou les entreprises se lancent dans des grandes réformes technologiques qui leur coûtent 100, 200, 500 millions. Est-ce que tu économises autant? Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, quand tu mets un cadenas sur quelque chose, quand tu mets un processus sur quelque chose pour contrôler, est-ce que ton cadenas il vaut plus cher que ce que tu essaies de protéger avec? Puis je pense que c'est ça des fois le risque. On se lance dans des transformations technologiques parce qu'on dit hey, c'est le fun, la technologie, c'est bien. Mais des fois, ça vaut pas le coup. Des fois, tu es juste mieux de simplifier ton processus en amont. Mais donc, je pense que c'est un mix. Il faut simplifier les choses, puis ce qui ne peut pas être simplifié, ou une fois que c'est simplifié, ben, es-tu capable de l'automatiser? Et en bout de piste, oui, il y a des gains à faire. Puis pour revenir à l'exemple du 3-1, avant de mettre en place ce logiciel-là, notre
temps d'attente moyen au téléphone pour les citoyens qui appelaient pouvait être jusqu'à 7-10 minutes en moyenne. Aujourd'hui, on est à 63 secondes. Donc, on a, en fait, les gens attendent pratiquement plus au 3-1. Puis, on n'a pas eu embauché personne. Puis, le projet ne nous a pas coûté des millions, là. Ça a été un employé du service des TI qui a fait ça à l'interne. Donc, il n'y a même pas eu de budget spécifique pour ce projet-là. Bravo. Je peux peut-être donner un exemple, moi, qui m'avait été donné par Maxime Penneau-Jobin, qui était le maire de Gatineau. Puis, on avait vécu quelque chose de similaire, nous, pour la société de transport. La vérificatrice générale avait fait un mandat sur la société de transport. Puis, une des choses qui avait été très marquante dans son mandat, c'est qu'elle était allée au milieu de la nuit, rentrer dans le garage municipal, voir si elle était capable. Et elle était capable d'aller comme avoir accès à tous les outils qu'il y avait là. Tout, là. Elle s'est promenée, elle a pris des photos, puis elle nous a envoyé ça. Fait que c'était très efficace pour sensibiliser les élus. Mais une des choses qu'elle disait dans son mandat, entre autres, c'était l'inefficacité au niveau des mécaniciens, les déplacements, d'aller chercher tel outil, aller le placer à telle autre place, etc., etc. Pour revenir à Maxime Penneau-Jobin, lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait travaillé, il avait mis en place un processus avec les employés pour optimiser des camions d'outils. Tu sais, c'est tout simple, là, comme qu'on détermine avec les employés qui sont au quotidien dans ces milieux-là, comment on place les choses, toujours une standardisation. Il y a beaucoup moins de pertes, il y a moins de vols, il y a moins de pertes de temps aussi, et ça fait gagner énormément en efficacité. Fait que ça, c'est quelque chose qui n'utilise pas nécessairement l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que ce ne serait pas possible de le faire, mais en général, optimiser les processus. Puis c'est ça, en fait, c'est que l'intelligence artificielle souvent nous aide à optimiser des processus. Tu sais, ne serait-ce que la rédaction tu sais, les élus, nous, ce qu'on nous fournit, c'est, nous, on appelle ça des sommaires décisionnels à Sherbrooke. Je ne sais pas c'est quoi les termes. Pareil, oui. Bon. Même chose. Fait que, tu sais, c'est des résumés qui nous disent qu'on doit prendre telle ou telle décision. Mais ces sommaires-là, tu sais, on voit qu'il y a un manque de standardisation. Souvent, il y a beaucoup plus d'informations que nécessaire. Souvent, il manque d'informations. Puis, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Fait que ça fait partie des choses que, honnêtement, on pourrait, avec l'intelligence artificielle, avec des modèles et tout ça, optimiser le temps des gens qui travaillent là-dessus. Et de ceux qui le lisent et de ceux qui le traitent. Ouais, puis ton exemple de garage me fait penser à un exemple personnel où est-ce que mon père avait une entreprise qui travaillait le métal en feuilles. C'est un peu comme un ébéniste du métal, ferblantier. Et à un moment donné, justement, il a fait ce qu'il appelle un Kaizen. Donc, c'est une technique un petit peu pour réfléchir aux enjeux que les gens vivent au quotidien. Puis ce qui ressortait tout le temps des employés, c'était « je perds beaucoup de temps à chercher mes outils ». Parce que tout le monde avait son marteau, tout le monde avait son casque à souder, tout le monde avait sa meuleuse. Mais souvent, dans le garage, dans l'atelier, tout le monde il a besoin d'un marteau, il prend le plus proche qu'il voit traîner sur une table, puis là, il le dépose ailleurs. Puis tout le monde se mettait à chercher toujours leurs outils. Donc, la solution qui a été trouvée par les employés eux-mêmes, c'était super simple. Tout le monde avait une couleur, puis on peut tirer leurs outils d'une couleur. Fait que Michel, lui, tous ses outils, c'était en bleu, puis Evelyne, ses outils, c'était en jaune. Fait que quand tu voyais un marteau jaune qui traînait, tu le ramènes à l'établi d'Evelyne. C'est super simple, ça a coûté rien. Ça a coûté 5 canettes de peinture. Mais au final, si la quarantaine d'employés sauve 1 heure de travail par jour à ne pas chercher leurs outils, ben c'est l'équivalent de 5 employés de plus que tu as. Sans salaire de plus, sans agrandir l'usine, sans acheter plus d'outils. Et donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, ça peut être simple, améliorer les choses. Ça n'a pas besoin d'être complexe, ça n'a pas besoin de coûter des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Mais pour y arriver dans une grande organisation, puis une organisation politique, il faut que tu crées une culture qui encourage l'efficacité, qui encourage la révision des choses, qui encourage la prise de risque aussi. Moi, quand je suis arrivé comme maire, je me rappelle, j'arrivais avec plein d'idées en termes d'éco-fiscalité ou de plein de choses, puis il y avait beaucoup de réticence. Les gens voyaient les risques, donc ils ne voulaient pas changer le statu quo. Et à un moment donné, j'ai rassemblé des employés puis j'ai dit, regardez, là, le risque, on va le prendre politiquement. Là. Je comprends que quand on veut innover, ça veut dire qu'on ne fera pas des coups de circuit à chaque fois. Quand tu innoves, forcément, tu essaies quelque chose de nouveau, puis ça se peut que tu te casses les dents, puis ça se peut que ce ne soit pas un succès.
Mais si on chiale parce qu'on n'est pas satisfait de comment fonctionnent les choses, la solution ne peut pas être le statu Faire quo. rien, ben non. Puis, vous parlez d'innovation, mais j'ai vu passer qu'il y avait un projet pilote en termes d'asphalte, je pense, qui se passe à Laval. Est-ce qu'on fait assez de ces projets pilotes-là? Est-ce qu'on se passe l'information assez entre villes? Est-ce qu'on collabore assez avec les universités ou les centres d'innovation pour en créer davantage? Ben, je crois que l'intérêt du monde municipal, c'est qu'on est plusieurs et on est capable de s'inspirer les uns des autres. Et une des choses que j'aime beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a tout un renouveau dans le monde municipal. Si Evelyne fait quelque chose d'intéressant à Sherbrooke, ben, elle peut m'en parler, puis je vais essayer de l'appliquer chez moi. Ou à l'inverse, si je fais une erreur à Laval, ben, elle dire hey, fais pas ça, Evelyne, ça a mal été chez nous. Donc, on est capable d'apprendre les uns des autres, puis d'itérer. Après ça, il faut juste des fois l'adapter à notre réalité locale. Donc, oui, il y a une certaine transmission. Pour ça, est-ce qu'on en fait assez? Je pense qu'on en fera peut-être jamais assez, mais je serais curieux de voir. C'est sûr que c'est un défi de faire circuler l'information parce que justement, il y a beaucoup de joueurs. Fait que, tu sais, souvent, vu que Stéphane et moi, on était des grandes villes, ben, on se voyait plus souvent. Mais c'est plus difficile pour moi de savoir ce qui se passe, mettons, dans les villes de taille moyenne, alors qu'il y a sûrement plein de choses qu'on pourrait apprendre de là. Mais oui, tu sais, la collaboration avec les universités, c'est sûr qu'à Sherbrooke, c'est mon quotidien. Là, tu sais, je parlais plus souvent au recteur de l'Université de Sherbrooke qu'à ben des députés ou membres du gouvernement. Et on a lancé, nous, le laboratoire en innovation municipale, qui était justement un partenariat avec la ville et l'université. Puis c'était ultra bénéfique de part et d'autre. Autant eux, ils étaient contents de travailler sur des choses concrètes qui pouvaient être utilisables demain matin, que pour nous, on était contents de pouvoir bénéficier de cette expertise-là qui est sur notre territoire puis qu'il connaît bien. Donc, c'est sûr que c'est le genre d'initiative, je pense, sur lesquelles il faut mettre beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est ça. Je pense que l'effort est peut-être plus à mettre du côté des institutions d'enseignement parce que nous, c'est sûr, quelqu'un qui vient nous voir et qui dit comme « Hey, veux-tu qu'on te fasse une recherche? » C'est Oui, on va quasiment dire gratuit. oui. C'est certain qu'on va dire oui. Fait que c'est peut-être plus là où il faudrait qu'il y ait plus de programmes de soutien à la recherche, des recherches-actions et tout ça. On a eu le scientifique en chef aussi qui nous a envoyé un scientifique en résidence. Ça a été plus difficile parce que le milieu académique pur et le milieu municipal, où est-ce que justement on est dans le concret, puis il neige maintenant, on n'a pas le temps de... Tu sais, des fois, ça pouvait clasher un peu. Fait que c'est sûr que d'avoir plutôt comme une information qui circule par rapport à c'est quoi les projets qui sont déjà en cours, et ensuite, de l'autre côté, comme, hey, c'est quoi, nous, vraiment, nos besoins en termes de projet, puis s'assurer que le transfert se fasse bien. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là. Oui, c'est vraiment assurément de ce côté-là qu'il faut pousser davantage. Puis, idéalement, c'est pas juste dans des villes où est-ce que c'est plus facile, comme à Sherbrooke. Nous, on a une ville de taille quand même moyenne. Notre université est grosse, puis on se côtoie souvent. Mais tu sais, mettons, à Montréal, tu sais, il y a tellement d'universités, c'est tellement gros, puis la ville est tellement grosse, puis sur 1000 affaires que, pour vrai, je pense que ça doit être plus difficile. Ou encore dans des plus petits milieux où ils n'ont pas nécessairement accès à ces universitaires-là à portée de la main. Là. Avoir la bonne information au bon moment, c'est tout le temps ça le défi. Puis au même titre, de connaître les bonnes personnes au bon moment où tu en as besoin aussi. Je vois que le temps file. Là, je voudrais quand même qu'on aborde la question du logement, de l'itinérance, qui est quand même une question qui est omniprésente là, sur la scène municipale. Quelles sont les marges de manœuvre que les municipalités ont à cet égard-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a à se reprocher ou des choses qu'on pourrait faire mieux? Ou des choses qu'on peut reprocher à d'autres paliers de gouvernement? Ben, déjà, moi, je trouve bien important de distinguer l'enjeu du logement de l'enjeu de l'itinérance. Pour moi, ce sont deux enjeux très différents. T'sais, si demain matin, moi, je perds mon logement, il y a quand même, dans ma situation actuelle, peu de chances que je me trouve en situation d'itinérance parce que j'ai un bon réseau de soutien, etc., etc. Et de l'autre côté, ben, il y a des personnes en situation d'itinérance qui auraient accès à un logement aussi. Ce n'est pas qu'une question, c'est pas juste
des personnes qui n'ont pas de logement. C'est des personnes qui vivent des situations sociales complexes. À peu près chaque parcours est unique en plus. Pour moi, l'itinérance, c'est plutôt un symptôme et un résultat. Tu sais, quand on parle du filet social, là, ça nous permet surtout de mesurer c'est quoi les trous dans le filet, Mm. puis où est-ce qu'ils sont, puis on l'observe sur le terrain avec ces personnes-là qui sont dans une situation qui est généralement beaucoup plus complexe qu'un manque de logement. Souvent, on va Mm. parler aussi d'un manque de logement adapté ou un manque de logement avec soutien. Mm. Donc voilà, pour moi, c'est bien important de distinguer les deux. En termes de logement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je pense qu'il faut que ce soit étroitement réfléchi avec une planification au niveau du développement du territoire. Tu sais, en m'en venant aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher d'observer sur des gros boulevards des commerces qui étaient d'un seul Un étage étage. Ouais. avec des très grands espaces de stationnement autour. Puis je peux plus enlever mes lunettes aujourd'hui, tu sais, Mm. de mairesse, et je ne voyais que de l'espace vertical perdu. Et je me disais comme, il faut qu'on arrête. Et ça, il faut que ça arrête. Il faut vraiment qu'on optimise notre territoire, qu'on crée des milieux de vie. Et si on veut le faire pour vaincre la crise du logement, ben, il faut qu'on réfléchisse aussi il faut qu'on réfléchisse au logement pas seulement comme un bien de consommation, mais aussi comme un droit. Mm. Ce qui veut dire, et quand on parle d'un bien de consommation, d'un bien qui est à la limite entre un droit et un bien de consommation, nécessairement, on ne peut plus juste penser au marché privé. Parce que le marché privé est bon pour gérer les biens de consommation puis les échanges. Mais là, après ça, il faut penser davantage en termes en dehors de la boîte du marché traditionnel, c'est-à-dire des coopératives, des OBNL, puis qui ne seront pas là seulement pour les 1 ou 2 les plus pauvres, mais il faut qu'on réfléchisse autrement au logement pour que, peu importe c'est quoi ton cheminement dans ta vie, que tu sois à la période où tu es aux études, tu as un peu moins d'argent, que tu sois avec un nouveau conjoint, vous avez plein d'argent, une séparation, moins d'argent, besoin de chambre, puis ensuite, des fois, à la retraite, ben, ça dépend de la situation de chaque personne. Bref, il faut que l'offre de logement soit réfléchie plus seulement dans une perspective d'investissement immobilier, que ce soit d'un point de vue personnel ou du point de vue des promoteurs, mais aussi comme un service public, pratiquement, en bonne partie. Je ne suis pas en train de dire de nationaliser l'ensemble. Il y a un équilibre à avoir, mais les pays qui réussissent le mieux puis qui ont le moins de crise du logement, c'est ceux qui ont réussi à offrir la plus grande panoplie de sortes de logements. Puis je ne parle pas juste en termes de maisons et appartements, c'est-à-dire des logements qui sont entièrement subventionnés, des logements qui sont plutôt sur un modèle d'économie sociale ou à moitié sur un modèle d'économie sociale. Puis c'est ceux-là qui ont réussi à avoir la plus belle offre, puis où les gens sont le mieux en termes de logement. Et ben, je suis d'accord, puis je crois que une des choses qui doit être faite, c'est justement d'avoir plus de logements qui sont gérés par le sans but lucratif plutôt que le privé. Parce qu'un fonds d'investissement immobilier, quand il investit pour construire un immeuble à logement, lui, il y a des investisseurs, puis il doit générer du rendement. Donc, il doit faire son 6, 7, 8, 9 d'intérêt, de dividendes année après année. Alors que l'organisme sans but lucratif, lui, la hausse de loyer va être juste celle qui est suffisante à l'entretien de l'immeuble. Puis une fois que l'hypothèque est payée, ben, tu es assis sur un gros actif qui peut être refinancé pour le réinvestir ailleurs. Et je trouve ça intéressant de voir, par exemple, à Singapour, où 80% des logements sont la propriété du gouvernement. C'est le gouvernement qui construisait les logements. C'est géré un peu de manière sans but lucratif, mais c'est aussi ça qui finance les fonds de pension collectifs de l'ensemble des Singapouriens. Et c'est un pays en Asie extrêmement développé, plus développé que le Canada ne l'est, et pourtant les loyers sont moins chers qu'ici. Donc je pense qu'en effet, il y a d'autres modèles qui sont vraiment intéressants desquels on peut s'inspirer. Mais je suis d'accord avec Evelyne que la crise de l'habitation, c'est une chose, la crise de l'itinérance, ça en est une autre. Oui, il y a un volet en matière d'itinérance qui est économique. L'incapacité pour un individu qui vit un défi personnel ou qui perd son emploi de continuer à payer son loyer. Mais il y a aussi parfois des cas de santé mentale, parfois des cas de toxicomanie. Donc, il y a
c'est souvent un mix de plusieurs choses. Puis ça, et donc ça en fait un problème complexe qui mérite une solution qui va être 360, qui va être... Parce qu'au Québec, en ce moment, ce qui se passe, c'est que si t'as faim, ben, tu vas à la Soupe Populaire ou à la Banque Alimentaire. Puis si t'as pas de toit pour la nuit, ben, tu vas au refuge. Puis si t'as un problème de santé mentale, ben, va à l'urgence ou trouve-toi un médecin. On est dans le temporaire, là. On est en temporaire, puis c'est aussi c'est que on a comme plein de morceaux de solutions, mais l'approche elle n'est pas globale. Je suis allé avec Bruno Marchand il y a quelques années en Europe voir comment il faisait pour, entre autres, gérer l'itinérance. Puis la Finlande a un système intéressant. C'est le pays qui, en tout cas, statistiquement, a le moins d'itinérance. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont aboli la question, ils ont aboli en fait l'idée des refuges temporaires. Ils ont créé c'est des immeubles qui contiennent à peu près une centaine de personnes à risque. Donc, tout le monde qui est dans la rue, ils ont mis dans les immeubles, mais ces immeubles-là viennent avec un soutien 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu as accès à des travailleurs sociaux, des psychologues, des pharmaciens, etc. Et on te donne un 2-3 ans. Donc, quelqu'un qui vit soit un problème de santé mentale, ou quelqu'un qui est dans la rue, ou quelqu'un qui momentanément perd son emploi et plus capable de payer son loyer, vont dans ces logements-là. Puis on dit là, tu as 2-3 ans pour te remettre sur tes pieds. Tu n'auras pas à payer de loyer. Puis en attendant, on t'offre un support psychologique, médical, social, selon ton besoin. Donc ça, c'est une approche qui est cohérente, qui est holistique, qui est 360 à un problème qui est justement multiple et complexe. Je pense que c'est là où on doit en arriver au Québec si on est sérieux de réduire la question de l'itinérance. Parce que là, en ce moment, ça a explosé depuis la pandémie. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. J'allais dans des pays en voie de développement, puis je voyais des campements temporaires le long des boulevards. Puis je me considérais chanceux de vivre au Canada, qui n'y a pas ces enjeux de société-là ici. C'est plus le cas. On est retourné en arrière. Oui, c'est chez nous. Sur le logement, je reviens à ce que vous aviez dit plus tôt, c'est-à-dire dans la simplification aussi. Est-ce qu'il y a quand même lieu de reconnaître qu'il y a eu peut-être un ajout de normes ou on parlait du code du bâtiment, il y aurait peut-être des réformes à faire en termes d'escalier, d'ascenseur, etc. C'est des détails, mais ça peut changer quand même beaucoup la donne pour les constructeurs. Puis là, vous parliez de boulevards où on aurait peut-être intérêt à hausser le zonage parce que en termes de hauteur. Est-ce qu'il n'y a pas un grand chantier aussi à faire de ce côté-là pour le municipal? Moi, j'ai envie de dire, tu sais, c'est sûr que des fois, moi, le premier, je critique, je me plains parce qu'on voit les problèmes, on veut les régler. Puis des fois, même en étant maire, tu peux te sentir impuissant. Oui. Donc, c'est sûr que des fois, on accorde plus d'importance à ce qui va mal, mais j'ai envie sur cette question-là de mettre en lumière qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui va mieux. Oui, je pense qu'à Laval, ça va bien. Oui, puis pas juste à Laval. Pour de vrai, dans les dernières années, le gouvernement du Québec a quand même modifié beaucoup de lois pour donner plus de flexibilité aux villes en matière d'urbanisme, de construction, de zonage. Aujourd'hui, on est capable de faire, par exemple, ce qu'on appelle du bonus zoning. Donc, c'est-à-dire de dire à un promoteur, je suis prêt à donner plus d'étages constructibles, mais en échange, tu me donnes du logement abordable. Ou, OK, je vais faire fi de certains critères dans mon règlement d'urbanisme si en échange tu crées un parc pour la communauté ou tu intègres des locaux communautaires au rez-de-chaussée. Donc, il y a eu beaucoup de modifications de loi qui, je pense, sont très positives, donnent du moins beaucoup plus de marge de manœuvre aux municipalités. Puis ça peut avoir des résultats. À Laval, en dernier mandat, on a 2 fois plus de projets de construction qu'autrefois. Et dans 80% des cas, nos permis sont émis 2 fois plus vite. Fait que c'est quand même majeur, là. On a réussi à la fois à réformer nos processus et le gouvernement du Québec a réformé des lois. Et la conclusion, c'est que tout n'est pas réglé. Les loyers les coûts de construction restent extrêmement élevés, ce qui fait que les loyers dans les nouveaux édifices sont très élevés. On n'a pas réglé l'itinérance, mais quand même, on a réussi à être plus rapide à émettre des permis puis à construire davantage grâce à certaines, entre autres, grâce à certaines modifications qui ont eu lieu. Tout à fait.
les villes qui s'en prémunissent, parce que je suis pas sûre que c'est la même facilité de s'en prémunir dans toutes les municipalités. C'est sûr que Laval est en croissance. Oui. Il y a certaines villes, je pense à Saguenay, notre collègue du Saguenay nous rappelait parfois comme, tu sais, moi, ma ville, tu sais, c'était la seule grande ville que sa population diminuait, tu sais, de recensement en recensement, contrairement à nous. Donc, il faut quand même aussi comprendre que dans des situations comme celle-là, des fois, ça peut être compliqué, mais c'est sûr qu'on a observé des changements, tu sais, des affaires comme les normes sismiques qui sont devenues comme super sévères. Omniprésente, Alors ouais. que, je veux dire, au Québec, je peux pas croire qu'on... Tu sais, je veux dire, j'ai bientôt 38 ans, puis j'ai jamais vécu de tremblement de terre, là. Fait qu'il y a sûrement des affaires plus dangereuses que les tremblements de terre, là. On est-tu obligé d'avoir des normes aussi intenses? Puis le code du bâtiment est changé régulièrement. On ne sait jamais qu'est-ce qui va apparaître dans le nouveau. Puis nous, on a eu des situations où est-ce qu'en cours de projet, le code du bâtiment a changé, puis ça a rajouté je sais pas combien de millions de dollars en cours de route. Ou encore, justement, je parlais des normes sismiques, il y a un projet qui est carrément tombé à l'eau, qui était plus possible, parce que c'était un projet de récupération d'un bâtiment. Puis ça, c'est vraiment difficile. Tu sais, à un moment donné, si on veut faire du développement de façon écologique, va aussi falloir qu'on réfléchisse un peu plus à la conversion des bâtiments. On peut pas, ça se peut pas que nos seuls bâtiments écologiques soient des bâtiments neufs. Il va falloir qu'on trouve une manière, parce que le simple fait de réutiliser un bâtiment est un geste écologique aussi. Ben, puis un bon exemple, Catherine Fournier à Longueuil en avait parlé, puis on a le même cas chez nous à Laval, c'est-à-dire qu'on a récupéré un immeuble qui a été occupé pendant 100 ans par des sœurs missionnaires, elles habitaient jusqu'à cette année ce bâtiment-là depuis une centaine d'années. Mais là, parce que c'est des nouveaux propriétaires, Ouais. puis qu'on veut changer l'usage, on veut en faire un peu un hub d'économie sociale, donc avoir des organismes qui auraient leur bureau là. Ben là, il faut qu'on Ouais. change toute la structure pour être résistant aux tremblements de terre et tout ça. Ça va être, on estime que c'est des dizaines de millions de dollars à investir dans le bâtiment. Donc, c'est un petit peu ironique que pendant 100 ans, on a jugé que c'était bien Pas de correct que des problème, dames ouais. âgées vivent là 7 jours sur 7 puis dorment là. Mais là, maintenant, aujourd'hui, parce que c'est un nouveau propriétaire puis qu'on veut avoir des organismes qui sont là du 9 à 5, là ce bâtiment-là n'est plus sécuritaire. Il faut investir 50 millions. Bâtiment patrimonial, en Et plus, ben ça, probablement. exactement. Puis là, c'est ça qui se passe, c'est que c'est juste plus viable financièrement de maintenir en état les bâtiments patrimoniaux parce que les sommes investies sont bien trop élevées. Donc là, tu as des bâtiments, en fait, souvent, les promoteurs privés veulent même pas reprendre ces bâtiments-là parce que ça coûte trop cher à mettre aux normes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nos bâtiments patrimoniaux dépérissent, puis à la place, tu construis quelque chose de neuf ailleurs à partir d'un boisé que tu rases. Ouais, puis c'est une question qui va se poser avec acuité, avec les églises dont vous parliez, là, le presbytère, Absolument. l'église. Là, je pense qu'on aurait pu continuer pendant encore longtemps, mais il va falloir s'arrêter malheureusement. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été très intéressant. Merci. Merci, Virginie. Merci beaucoup.